Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Et qu'il en soit, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT, les forces de défense et de sécurité camerounaises, une fois de plus en deuil. 4 des 5 morts du grave attentat perpétré par les séparatistes dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, selon les éléments, sont des éléments de l'armée camerounaise. Ceci est inscrit dans le communiqué du gouvernement. De retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements de Ndjikwa et Andek et se rendant à Bengui, le cortège du préfet de Lamomo est tombé dans une embuscade tendue par les bandes sécessionnistes, renseigne le même communiqué du gouvernement. Au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes à gaz de forte puissance et de grandes capacités destructrices, lâchement dissimulé, poursuit le gouvernement. 14 mois après la fin du grand dialogue national, pourquoi le Nord-Ouest et le Sud-Ouest continuent d'enregistrer autant de victimes? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, encore des soldats qui tombent. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, on va faire honneur aux dames, Marie Ngo Bateki. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Vous êtes, merci. Voilà, vous êtes la départementale des femmes pour le mouvement, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans la cinquième. C'est bien cela. Vous êtes couturière de formation, c'est ça? Couturière, oui. Et vous avez une histoire particulière parce que vous avez participé aux marches la marche du 26 janvier 2019. Je l'ai organisée. Ah, vous avez organisé? Oui. Je l'ai organisé parce que c'est par chez nous à Lukpom que ça a commencé avec Célestin Djamène. Oui. Et nous avons été stoppés au niveau de Papyrus où on nous a gazés. Après, nous sommes retrouvés au Carrefour Petit Pays. Oui. Où Célestin Djamène, on a tiré sur lui. Moi, je l'ai échappé belle parce que j'étais avec mes enfants qui m'ont fait partir. Ok. Voilà, mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais en juin 2019 également, vous êtes... Si, le 1er là, vous n'échappez pas? Non, je n'échappe pas parce que d'après ce que la police me dit, c'est que on m'a suivi depuis de bout en bout. Donc, j'ai été arrêtée à la fin même de la marche. Oui. C'est-à-dire quand les gens se dispersaient déjà et que je disais même à mes enfants qui étaient autour de moi que bon, voilà, on peut rentrer. C'est en ce moment que j'ai été arrêtée. J'ai été gardée à la PJ de Bonanjo. Une semaine? Une semaine où j'ai eu des maltraitances par un jeune policier là-bas qui m'a fait vivre des moments très pénibles. Après, nous avons été, parce que nous étions 30, j'étais la seule femme, nous avons été déportés à la prison de New Bell, oui, où nous avons passé 2 semaines. 2 semaines et demie. Oui, j'étais la seule femme. Et la particularité était aussi que j'étais la seule bassard. Donc, quand on disait les noms, c'était des consonances de l'Ouest. Et quand on arrivait, Ngo. Et c'était à la PJ, on appelait tous les bassards. Venez voir votre idiote de sœur. Votre idiote de sœur? Oui, qui marche avec les babléqués. Bon, il me regardait, mais ce n'était vraiment pas méchant. C'est un petit qui était là-bas à la cellule qui m'a fait vraiment, parce que j'ai gardé les séquelles jusqu'à maintenant. Ce petit, il s'appelait Pakbé, il a poussé le bouchon jusqu'à me dire après Dieu c'est eux, parce qu'ils représentent l'État et que l'État est suprême. Et il m'a fait vivre des atrocités. Bon, donc voilà ce qui s'est passé au niveau de la PJ.
Bon, au niveau de la prison centrale, on était comme tout le monde. Des prisonniers Donc le politiques. pire souvenir, c'est à la PJ? Oui, à la PJ, parce que j'ai traversé 2 moments, si vous vous rappelez. À la même période, il y a une dame Bassa qui avait dormi dans la maison avec le corps de sa maman. Ça a d'abord été le corps de sa sœur qui a fait 3 ans. Oui. Après le corps de sa maman. Oui. Et chez nous, les Bassa, c'est tabou. C'est-à-dire que pour une personne qui a vécu comme ça, c'est du poison. Quand elle arrive à la PJ, les gars Bassa qui sont là s'arrangent à ce que je ne partage pas la chambre avec elle. Par contre, ce petit gars, lui, il m'oblige à partager la chambre avec elle. Oui. Jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an, j'ai encore les séquelles sur les pieds. Parce que chez nous, c'est pas bien, donc c'est du poison. Oui. Voilà. Et toi, tu peux garder ça sur toi. Peut-être tu utilises certains traitements qui font que ça ne dérange pas les gens. Mais si on partage le lit, ainsi de suite, ça c'était la première atrocité qu'il m'avait fait faire. La deuxième, c'était plus pire pour une femme de mon âge, où je me suis retrouvée à faire pipi devant des hommes, devant des grandes personnes, et que ce jour-là, j'étais indisposée et je portais un pantalon blanc. Jusqu'à aujourd'hui, mes règles sont parties jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les atrocités que j'ai vécues à la PJ, mais ce n'était pas par tout le monde, c'est-à-dire je ne peux pas incriminer la PJ. Voilà. C'est pas le corps de la police. Non, ça, ce serait méchant. Oui. C'est quand méchant de ma part, parce que le reste, ils étaient respectueux, ils faisaient leur boulot. Il est le seul qui a montré, parce qu'un jour, il a même giflé un gars et sa femme s'était venue dehors. Donc c'était un gars assez... Je ne sais pas s'il y est encore. Ok. Merci Marie Ngobateki. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir César Autour. Bonsoir aux panélistes. Je n'oublie pas vos éthiques techniques. Si vous voulez bien que je vous dise que je suis au-delà du récit de la dame, et puis j'ai en mémoire deux dames que j'ai perdues qui m'étaient chères hier. Et ça gêne, c'est vrai que c'est pas dans les mêmes conditions. Ouais. Mais quand une femme prend la parole pour s'exprimer comme elle vient de faire concernant ce qu'elle a vécu, ça gêne. Ça gêne parce que la dame, les mamans, les femmes sont nos mamans. Je ne voulais pas parler de ça quand je venais ici parce que je ne savais pas que j'allais suivre ça. Je voulais plutôt vous dire que j'ai perdu deux femmes hier qui m'étaient proches. Une est était ma collègue autant pour moi, et l'autre était journaliste à Yaoundé. Et donc quand j'entends ce que je viens d'entendre là, ça gêne parce que il faut qu'on donne du respect aux femmes. Ces femmes qui nous ont portés, qui nous ont bercés, nous ont portés, nous ont accouchés et nous ont bercés. Quel que soit ce qui arrive, elles méritent du respect. Si vous voulez bien que je rende hommage à ces deux dames, très rapidement, Mfumelundu Annie, qui était ma collègue, est décédée hier dans des conditions où elle devait être évacuée. Lorsque j'ai été recruté où je travaille, elle m'a accueilli. Tout comme Huguette Pem, qui m'a vu il y a une dizaine d'années dans les médias Yaoundé, dans les radios là-bas, qui a également tiré sa révérence. Je voudrais donc, au-delà de ce que la dame raconte, dédier l'émission. Marie Ngobateki, ce que Marie raconte sur le plateau, voilà. Justement, Ngobateki, il faut qu'on rende hommage aux dames ce soir à cette émission pour que les téléspectateurs comprennent davantage que sans ces dames, on ne devait pas être en vie. Et sans ces dames, on ne devait pas parler, on ne devait pas sortir un seul mot. C'est-à-dire que les personnes qui lui ont fait vivre ce qu'elle vient de raconter ont été bercées par les dames, par les mamans, et donc les femmes méritent du respect. Et c'est pour ces raisons que je vous prie,
que cette émission soit dédiée non seulement aux dames, mais à mes deux connaissances qui sont parties hier, Huguette Pem et Fumelundu Annie. Merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci. Bonsoir, doyen Kaminele. Bonsoir, bienvenue. Et merveilleux, hein, surtout. On ne s'est pas vu depuis le début de l'année. C'est vrai, Sergent Naoto. Bonsoir, Sergent Naoto. Bonsoir, copanélistes. Bonsoir, téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est toujours un plaisir, vous savez, de venir partager cet instant particulier, particulièrement attendu tous les jours sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci pour votre invitation. Vous gardez la parole, Kaminele. Comment vous appréciez ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui dans ce qui s'est passé hier, vous interpelle? C'est le motus operandi ou bien cette violence qui se perpétue de ce côté-là? C'est un tout. C'est un tout. Ce qui s'est passé hier est tout simplement innommable, inqualifiable et dépasse toutes les bornes de la décence, de l'humanité, de l'humanisme. C'est-à-dire que ce que nous réalisons aujourd'hui avec ce qui s'est passé aujourd'hui, que de plus en plus l'État du Cameroun a affaire à des monstres qui ne réfléchissent pas, n'agissent plus comme des humains, mais qui se comportent comme des diables. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens, au moment où l'année vient de commencer, au moment où les autorités viennent de procéder à l'installation d'un sous-préfet, ils avaient ourdi le plan de tuer. Ils ont tué froidement, ils avaient planifié ce mass murder parce qu'ils sont venus avec des bombes improvisées qu'ils ont placées de part et d'autre de la route et bien entendu avec une minuterie télécommandée, ils ont déclenché ces bombes quand la première voiture est arrivée au niveau des bombes. Conséquence, cette première voiture a sauté et il y a eu 5 morts avec des blessés dans le reste du convoi. Et pendant que le convoi était encore tétanisé par la déflagration et par la soudaineté de l'attaque, ils se sont mis à tirer. Donc, ce qui fait qu'il y a certains des militaires, ceux qui sont blessés, qui ont survécu, qui ont été criblés de balles. Nous nous trouvons dans une situation dans laquelle le Cameroun tout entier devrait s'indigner. Il devrait s'indigner parce que quand j'entends certaines personnes qualifier ces gens de sécessionnistes, non, ce ne sont pas des sécessionnistes, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qu'il faudrait traiter comme tels. Ce sont des personnes qui s'obstinent à ôter la vie des Camerounais, qui s'obstinent à tuer froidement tous les jours, qui s'obstinent à refuser la main tendue même du gouvernement. Je pense que... Mais le communiqué dit que c'est le terme employé par le Minsadi, il parle de sécessionnistes. Écoutez, j'ai toujours dit que c'est un terme impropre. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début, que sécessionniste, c'est trop facile de parler de sécessionnistes. Mais les sécessionnistes, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire la sécession d'un État qu'ils considèrent être le leur, qui remonte au début du Cameroun, qui remonte en 1910 ou en 1914, quand le Cameroun était complètement germanophone. C'est-à-dire que cette façon de penser, de laisser penser qu'après la guerre de 14-18, au terme de laquelle l'Allemagne a perdu ses colonies en Afrique et qu'une partie du Cameroun a été donnée à la France et l'autre à l'Angleterre, à partir de là, immédiatement, c'est deux cultures nous nous sommes retrouvés dans deux cultures, ce qui est complètement faux et absurde. Donc moi je pense que ces personnes aujourd'hui, au-delà des vicissitudes et de l'avancement, parce qu'après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu maintenant la période pré-indépendance et l'indépendance. Mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'un État qui existe comme le Cameroun, deux pelés et trois tondus peuvent décider que à partir d'aujourd'hui, cette partie c'est la nôtre et maintenant nous allons nous battre pour cela. Je pense donc qu'au moment où ces gens qui vivaient dans ce pays, qui sont nés avec l'identité de ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui ont décidé de prendre un jour les armes contre ce pays et contre leurs concitoyens, on ne doit pas les considérer comme des sécessionnistes. Et encore que la sécession, ceux qui se présentent comme les plus grands donneurs de leçons aujourd'hui, notamment les États-Unis. Personne n'a oublié la fameuse guerre de sécession qui a fait des millions de morts et qui a duré 3 ou 4 ans. Donc moi, je persiste à dire qu'on arrête d'infantiliser les Camerounais en traitant ces criminels de sécessionnistes. Ce sont des personnes qui ont tué froidement. Ils ont tué des pères de famille, ils ont tué des fils de famille. Parce que ces militaires qui ont été tués ont des mères, ils ont des pères,
ils ont des enfants. Vous imaginez, ils les tuent gratuitement, ils n'ont pas de problème avec eux. Ils les attendent, ils les tuent et ils disparaissent. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Donc j'ai trouvé tout cela innommable. Et je pense que c'est le Cameroun tout entier. Hein? Et les hommes politiques, tous les hommes politiques du Cameroun, toutes tendances confondues, qui devraient se dire que non, assez. Mais malheureusement, il y en a qui estiment que non, c'est de ceci, non, il faut un dialogue inclusif, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun vient proposer sa formule de perlimpinpin en pensant qu'avec ce que moi je dis, on va arrêter cette crise. Non, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est une guerre civile. Et la guerre civile, on ne peut pas dire que l'État, qui a la force légitime, la violence légitime, ne peut pas ou n'a pas le droit de faire face à cela. Ok. Maringo Bateki, vous, comment vous voyez ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier du côté de Bangui? C'est une atrocité que nous, dans le MRC, nous condamnons. Oui. Parce que chaque perte en vie humaine est une atrocité. Maintenant, dire que c'est les assassins, moi je ne sais pas, je ne connais pas les termes adéquats, mais je dis, quand on tue un militaire et qu'on est en guerre, c'est la guerre. Les assassinats ont été faits à Garbo, ont été faits à Kumba. Ici, on a eu des sécessionnistes qui ont attaqué un convoi de militaires. Et c'est-à-dire que ça a un trait avec ce qu'ils revendiquent par rapport au gouvernement. C'est-à-dire, ça veut dire, nous, on a à vous dire, mais vous continuez à mener la vie normalement. J'ai dit à l'entame de mes propos, nous condamnons, oui. Mais, c'est-à-dire, nous continuons à dire qu'il faut trouver une solution. Parce que quand on dit, par exemple, que nous, on reste chez nous, on demande les dialogues inclusifs et tout, mais il y a eu le dialogue national, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, on serait aux solutions. On serait aujourd'hui aux solutions palpables et visibles. Oui. Mais tout le temps, c'est les gens qui meurent, c'est-à-dire, c'est les gens qui meurent des deux côtés. Parce que je crois que les coups de feu ont été échangés. On ne peut pas savoir combien il y a eu des morts aussi du côté des sécessionnistes. Donc, ce n'est pas une histoire d'une seule personne. C'est une histoire que, quand il y a des morts comme ça, certaines personnes peuvent venir s'indigner, mais ne pas trouver de solution. Parce qu'il ne suffit pas de s'indigner. Il ne suffit pas seulement de dire c'est atroce. Oui, les atrocités sont perpétrées depuis 4 ans. Quelle est la solution concrète pour que ça s'arrête? Pour que nous arrêtons de perdre nos enfants? Pour que nous arrêtons de perdre nos frères? Quelle est la solution adéquate? Donc, nous condamnons. Oui. Nous condamnons vraiment parce que cette guerre est en train de nous faire perdre des deux côtés, du côté des militaires, du côté, parce que même si c'est un sécessionniste qui meurt, c'est un Camerounais. Et c'est une perte pour nous les Camerounais. Voilà. Ok. Rapidement, on va... Raphaël Ndougo, pour vous, j'insiste sur le motus operandi. Des bombes, un attentat, une déflagration sur un cortège. On est passé à une autre façon de faire, de ce côté-là. Mais surtout, il faut qu'on soit vrai si on aime ce pays. Si on n'est pas vrai, on ne peut pas avancer, qu'on soit des hommes politiques, que tout ce que vous imaginez, on ne peut pas avancer. Voici des hommes qui ont la charge de nous protéger. Voici des hommes qui ont la charge de protéger l'intégrité territoriale. Voici des hommes qui ont la charge de protéger nos biens et nous-mêmes qui sont tombés encore hier. C'est une mort de trop. C'est une mort de trop pour non seulement nos frères, si vous voulez, nos frères camerounais de l'armée qui décèdent, mais tous ceux qui sont morts depuis cette affaire. Il faut qu'on laisse un peu nos casquettes politiques. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je voudrais quand même qu'on essaye de nous interroger
véritablement pourquoi est-ce que nous en sommes aujourd'hui à cet attentat que nous avons vu les images hier. Première question, ces jeunes gens, ces Camerounais, s'il fallait les appeler ainsi, prennent les armes où? Ces jeunes gens prennent des bombes qui peuvent monter et tendre des pièges au convoi du préfet. Ils prennent ça où? J'ai bien envie de revenir sur le discours du président le 31 décembre. Non, le ministre, le communiqué dit grosse bonbonne à gaz. Des bonbonnes à gaz à forte, c'est ça qui nous a rendu, forte puissance. C'est à forte puissance. Oui. Les bonbons à gaz, le gaz domestique. Ça, personne ne le sait. Voilà, alors, et après la pose des bombes, il y a eu échange de coups de feu. C'est-à-dire que l'armée camerounaise avait des armes et ces messieurs avaient également des armes. Ces armes-là sortent d'où? C'est pour cette raison que moi je crois que, au-delà de ce que certains ont pensé, qu'il faille convoquer le dialogue et autres, je pense qu'il faut premièrement que les ressortissants du Nozo, politiques, religieux et même traditionnels, essayent de se remettre en question eux-mêmes d'abord. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas vivre dans des localités comme cela et de manière gratuite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que certains parmi eux profitent de cette guerre dans le Nozo? Est-ce que certaines élites profitent de cette guerre là-bas? Si ce n'est pas la réponse positive, pourquoi donc eux-mêmes ne peuvent pas déjà d'abord s'indigner de cette situation? Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas déjà se mettre ensemble pour dire, au-delà de la sécession, il y a des problèmes concrets qui existent dans le Nozo? Vous savez très bien. Le cardinal Toumi et les autres ont lancé la conférence générale anglophone. Je suis d'accord sur la proposition. Mais pourquoi ils se retrouvent seuls dans cette idée? Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Le cardinal Toumi et ses pères de l'Église, l'élite politique, tous les ministres et DG qui sont là-bas se mettent sur la table et les hommes et les chefs traditionnels. Parce qu'il ne suffit pas que le cardinal Toumi se prononce. Je l'avais dit ici que j'étais d'accord avec qu'il fallait d'abord aller s'asseoir dans ces zones-là, oui, pour voir les problèmes réels qui existent là-bas et les porter. Parce que ces jeunes gens qui sont en forêt, personne n'a la possibilité de les approcher, même pas ces élites de la localité, de ces localités-là. Personne parmi eux ne peut parler à ces enfants. Et ces enfants-là ont fait comment pour se retrouver en forêt? Il faut bien qu'on dise, mais surtout, qu'en réalité, premièrement, ces jeunes-là étaient des chômeurs et qui n'avaient rien à faire. Et donc, ils se sont dit, nous, on n'a rien à faire et on ne bénéficie de rien, il vaut mieux qu'on aille en forêt. Est-ce qu'on a trouvé les solutions? Est-ce que ceux qui vivent là-bas, on dit dans mon village que quand on dort avec une poule, on sait comment la poule ronfle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux qui peut connaître les problèmes de ces jeunes. Comment on a laissé 4 ans? On n'a pas encore suivi véritablement un regroupement des ressortissants du Nozo, se prononcer sur la question. C'est là toute la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que les Camerounais sont déjà morts dans cette affaire depuis 4 ans. Voilà, madame, monsieur, on va donc prendre la direction de Hambourg. On nous attend Padi Asanga du Social Democratic Front. Bonsoir Padi Asanga, bienvenue et qu'il en soit. Serge Alain et tout, bonsoir, good evening my dear brother. I thought you had forgotten me, but I know that the spirit of Equinox Television, the voice of the people, has touched your heart and you are bringing me on today. Serge Alain Otou, Padi, permettez, je vous pose la question. Padi Asanga, vous étiez au Grand Dialogue National, ça fait bientôt 14 mois, vous étiez au Cameroun, vous avez participé à ce Grand Dialogue National. Comment expliquer que 14 mois après, qu'il y ait toujours du sang qui coule? Dites-nous, Padi Asanga. Serge Alain Otou, I would not lie, and you know, I don't do in what they call la langue de bois. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je vais dire les vérités. Je suis un acteur majeur de la crise anglophone. J'étais au Nozo.
j'étais au Cameroun. J'étais même au Cameroun avant que on ait créé la commission de DDR. J'ai travaillé avec la Anglophone General Conference. J'ai travaillé aussi avec la commission de désarmement et déradicalisation. Ce qui se passe, c'est Alain Otto. If you let me speak and let me speak, please, my brother says, I know what I'm going to say today. It's not going to be very comfortable for the people, and they will want to put you in prison because you brought people like us on this platform who will say the truth. Serge Alain Otto, the Cameroon people are suffering. They are suffering because people are anticipating a regime change. What happened in Jikwa, in Guy, let me precise, in Guy, where you had a journalist killed and 5 military officials killed, it is an inside job. This information were leaked and people went and planted bombs. It is not the first time that people are planting bombs in the Northwest and Southwest region, but they have been planting bombs in order to extort money from scavengers like myself sitting here in the diaspora. Serge Alain Otto, je veux réitérer ce que j'ai dit en français. Ce qui s'est passé, c'est un travail interne. Ceux qui veulent perpétuer la guerre et de ceux qui veulent qui font de le charnianisme politique, ceux qui bénéficient, ceux qui font le marchandisme de la guerre. L'information qui a fuité, c'est qu'il y avait un convoi, les gens qui sont partis installer le préfet de Njikwa, et au retour, les gens ont eu les informations. Ce n'est pas la première fois qu'on constate que les bombes crépitent, mais l'envergure qu'on a vue aujourd'hui, ce n'est pas la même envergure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est les agents internes de l'armée qui ont implanté ces bombes-là, qui ont explosé et qui ont détruit le Amoka que vous avez vu. Ce n'est pas la main-d'œuvre des sécessionnistes, non. C'est la main-d'œuvre professionnelle et c'est ces gens-là qui veulent perpétrer la guerre pour profiter et pour endurer du fait qu'ils veulent préserver les pébandes pour perpétrer le même système qu'on a aujourd'hui. Donc, comprenez ces gens-là et tout. Arrêtez de pointer les doigts aux sécessionnistes. Les sécessionnistes n'ont pas ces capacités-là. Ils sont en train de se plaindre que, ils ont détourné de l'argent. On a tué les enfants l'autre jour à Menchum. On a tué les enfants l'autre jour à Njikwa. On a tué les enfants l'autre jour à Mayemen, on a tué les enfants l'autre jour à Magnou. Et comment se fait-il que c'est le convoi de préfets et de journalistes qui a été ciblé? Ça veut dire qu'il y a les gens dans le gouvernement qui travaillent et qui se sont transformés, acheter la crise anglophone et ils veulent faire prévaloir les agendas politiques. Moi, je n'achète pas de ces moulins-là qu'on dit que c'est les sécessionnistes. Non. Les sécessionnistes n'ont pas l'argent. Moi, je suis ici à la diaspora et vous savez que moi, je suis diamétriquement opposé au sécessionnisme et je connais les forces de frappe, je connais les financements et je connais les modes opérandi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit sur votre plateau Equinox soir, qu'il y a les gens au Cameroun qui veulent perpétrer cette guerre-là parce qu'ils pensent que c'est la fin des règnes et c'est leur tour. Bon, là où nous sommes aujourd'hui, Serge Alain Otto, il faut avoir les investigations très ponctuelles pour connaître qui a posé quoi, qui a donné quoi. Et moi, je suis sûr que les jours à venir, on va trouver ces enfants-là parce que ce qui se passe au Nozo, c'est que aujourd'hui, personne ne soutient l'Ambazonie, mais les gars opèrent sur eux-mêmes. C'est les criminels, c'est les enfants qu'on a libérés, qui étaient dans les prisons. Et aujourd'hui,
ils ne peuvent plus déposer les armes. Ceux qui étaient vraiment les combattants, ils ont compris que nous, de la diaspora, nous sommes les escrocs, nous sommes les bandits, nous sommes les gens qui sont les fémans et on les utilise pour avoir les prébans politiques. Ils ont déposé les armes. Mais les gens qu'on a libérés, les gens qui sont sortis des prisons, c'est eux qui sont dans la brousse, c'est eux qui décapitent pour semer la terreur auprès de la population, pour qu'on vienne dialoguer avec eux. Et vous allez comprendre qu'ils ont les chefs ici à la diaspora, à l'occurrence Ayabacho Lucas, Chris Ano, Tapang Ivor, Eric Tato, qui demandent qu'on coupe les têtes des chefs, mais comme les chefs sont protégés par les populations, comme les préfets sont protégés par l'armée, ils passent par les embuscades et, à l'occurrence, les infiltrés, ceux qui veulent perpétrer la guerre, qui sont dans le gouvernement jacobin de Michel Biya. Serge-Alain Autou, moi je suis prêt pour dire la vérité et s'il faut que je meure pour la vérité, je veux toujours dire la vérité et je suis prêt à t'écouter. Merci beaucoup mon frère Serge-Alain Autou. Bonne année et bon entendu aux panélistes aussi. Merci Padi Asanga. Une réaction tout de suite, Kaminele. Si la situation n'était pas aussi tragique, j'éclaterais de rire. Oui. J'éclaterais parce que tout ce que je viens d'entendre est tout simplement infantile. C'est infantile, tout ce que j'entends. Madame ici dit que non. Quand des hommes en tenue tirent, les hommes en tenue tirent sur les hommes en tenue, c'est la guerre. Attendez, les hommes en tenue, donc les terroristes sont des militaires, c'est la guerre. Donc il faut accepter ça comme ça. Quand elle dit que non, ce sont des gens qui ont pris les armes parce qu'ils étaient des chômeurs, ils en avaient marre de travailler, donc ils ont pris la guerre pour tuer qui? Pour tuer les populations, pour racketter les populations, pour mettre une partie du pays sous coupe réglée. C'est ça la guerre. C'est ça maintenant leur frustration. Cela explique qu'ils tuent des enfants, qu'ils tuent des femmes, qu'ils décapitent une gardienne de prison parce qu'elle est une gardienne de prison. Quand j'entends mon distingué copanéliste qui est en train de dire que non, écoutez, c'est une histoire vraiment, il y a des entrepreneurs de guerre qui sont là, il y en a à qui ça profite et tout cela. Et quand j'entends M. Asanga, que je vois tout le temps sur Facebook et qui est très actif dans les réseaux sociaux, qui lui va alors dans tous les sens. Parce que d'une part, il parle de criminels, d'autre part, il parle de sécessionnistes, d'autre part, il parle de gens qui ce ne sont pas les sécessionnistes, parce que lui, il est péremptoire, c'est les militaires. C'est-à-dire que j'ai le tournis, je me demande où on est, je ne sais pas de quoi on parle. En réalité, Serge-Alain Autou, je vous ai dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau, vous reveniez de Centrafrique. Vous avez eu le privilège d'entrer dans un pays en crise depuis 7 ans. Ouais. 7 ans, où il y a des bandes, des groupes armés identifiés même par le régime. Des groupes armés qui ont assisté à 14 dialogues. C'est-à-dire que le gouvernement les a rassemblés, ils se sont entendus, ils ont parlé, ils ont signé des accords, mais à 14 reprises, les accords ont toujours été rompus. Et vous pensez que c'est un seul dialogue? Parce que ces dialogues n'ont pas été inclusifs. C'est parce que quand personne n'a jamais été dans un pays en guerre, n'a jamais entendu crépiter des coups de feu, pas des petits coups de bombes lacrymogènes qu'on envoie dans les manches, mais des coups de feu où vous voyez des gens tomber, il ne sait pas ce que c'est que la guerre, il ne sait pas ce que c'est que le drame de la guerre, il ne sait pas ce que c'est que de voir un homme mourir. Vous voyez un homme marcher, il meurt et sa mère, ses frères et tout ça sont en train de tirer sa dépouille. C'est triste que chacun perçoive cette guerre comme un film, comme un théâtre, comme une sorte d'histoire que chacun peut raccommoder à sa manière. Ce n'est pas cela. La vérité au problème aujourd'hui, c'est que le Cameroun se trouve dans une guerre civile. Ce n'est pas une histoire de sécessionnisme. Les sécessionnistes veulent quoi? Quand on parle de sécession, ça veut dire que les gens qui veulent faire leur pays. On a connu la plus violente guerre de sécession en Afrique ici, avec le Biafra, vous vous en souvenez, avec le général Ojoko, qui était même aidé non seulement par la France, mais soutenu par 2 chefs d'État africains. Vous avez compté le nombre de morts qu'il y a eu. L'État a tenu tête et au bout d'un certain temps, ça s'est réglé. Et aujourd'hui, on ne parle plus de cela. Vous avez vu des crises terroristes dans des pays en Afrique et vous les voyez aujourd'hui. Vous avez vu, là, vous voyez la Syrie, vous voyez la Libye, vous voyez... Mais je m'étonne que les Camerounais, tout simplement dans leur confort mental, ils se disent que non, ça peut se régler parce qu'il faut que les gens s'assoient, il faut comprendre que c'est des jeunes qui sont drogués, des jeunes qui sont convaincus que si on leur tire dessus, ils sont invulnérables.
Des jeunes qui arrivent dans un village qui disent chacun doit payer 2000. S'il n'y avait pas l'armée, nous retrouvions le sud-ouest, les régions du sud et du nord-ouest seraient des zones de non-droit où personne ne peut rien dire. Donc vous avez éternellement le fait que certains disent souvent qu'il faut démilitariser le nord-ouest. Non, les personnes qui disent qui ont demandé la démilitarisation du nord-ouest, de deux choses d'une, ou ces personnes n'ont pas été dans le nord-ouest, ou alors elles sont complètement dans une situation onirique. Ces personnes rêvent, ces personnes fantasment. Imaginez, quand on enlève tous les militaires, on se retrouve avec des drogués qui ont des armes, qui font ce qu'ils veulent, qui ont fait ce qu'on appelle des checkpoints. Vous arrêtez, tout le monde descend, tout le monde donne de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent pour leur marchandise. C'est ça qui serait arrivé. Mais l'armée républicaine est là pour maintenir non seulement la protection des personnes et des biens, mais au moins pour maintenir la paix. Et cette armée, je peux vous le dire, refuse d'utiliser des bombes de destruction massive. Les moyens excessifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le message du chef de l'État qui dit « Venez, sortez de brousse ». Dans son message du 31 décembre, il a demandé aux jeunes « Sortez de brousse ». Il y a les DDR. Equinox Télévision est la seule chaîne de télévision au Cameroun qui allait faire un tour dans ces DDR, qui a vu des centaines de ces malfaiteurs qui sont sortis de brousse, qui sont aujourd'hui encadrés, qui sont en train d'être resocialisés et qui disent que non, ce qui nous arrive est formidable. Or, par contre, il y en a qui restent encore en brousse, qui n'entendent pas et qui ne veulent donc rien avoir avec la main tendue du chef de l'État qui a toujours été de demander, et qui a toujours consisté à demander aux gens de sortir de brousse, de déposer des armes. Alors vous voulez quoi ? Vous voulez discuter avec des gens qui ne veulent pas déposer des armes ? Je vous ai dit, vous, Serge-Alain Autou, qui avait été en Centrafrique et qui avait été même en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment des pays en crise avec des gens qui tirent à gauche et à droite transforment un pays. Et vous pensez que le Cameroun, qui réussit à tenir debout avec la crise du sud-ouest et du nord-ouest, Boko Haram à l'extrême nord, tous les jours c'est de l'argent qui sort là-bas, tous les jours c'est des militaires qui sont là-bas et qui sont là pour essayer de maintenir la paix et les personnes et les biens. Et maintenant de l'autre côté, à la frontière centrafricaine, vous ne pensez pas que c'est trop pour un seul pays? Et vous allez dire que non, parce qu'il faut un dialogue inclusif. Vous avez dialogué inclusif avec qui? Vous avez vu 14 dialogues inclusifs en Centrafrique. Et je pense que vous l'avez dit dans certains nouveaux reportages ici. Vous avez une expérience. Donc moi, il faut arrêter de faire croire aux Camerounais que non, écoutez, quand on a parlé de dialogue inclusif, nous vous disons ce que vous voulez entendre. Non. Les journalistes ne sont pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Les journalistes sont là pour d'abord relever les faits, présenter les situations telles qu'elles se trouvent et dire aux gens que heureusement le Cameroun tient debout. Le Cameroun tient debout parce qu'on a un chef d'État au moins qui ne fait pas du spectacle en répondant à tous les coups et en intervenant à tous les coups, mais qui parle une ou deux fois, mais qui a des services qui travaillent. Et moi je pense que c'est important pour un pays. La situation dans laquelle nous vivons, c'est une situation de guerre civile. Et cette guerre civile-là, on l'éradique. Vous avez entendu le Premier ministre éthiopien qui a dit que les terroristes, on ne dialogue pas avec eux, on les combat. Okay. Marie? Oui, Monsieur Nélé vient de dire et il se contredit, tout comme il est en train de faire des reproches à Monsieur Padiasaga, à qui je dis bonne année. Et tantôt il parle de guerre civile, tantôt il parle de bandits, tantôt il parle que c'est pas bien d'appeler les militaires qui se changent des coups de feu avec les autres. C'est la même chose qui fait des reproches à M. Padiasaga. Et c'est dommage parce que voilà l'étiquette du Camerounais. C'est-à-dire que le Camerounais, c'est-à-dire je suis en face de toi, je vois ce qui est derrière toi, toi tu es en face de moi, tu vois ce qui est derrière moi, et on passe notre temps à se faire les reproches et on ne trouve jamais une solution équitable. Ce que le Camerounais veut, c'est-à-dire que nous les mamans, c'est-à-dire tout Camerounais veut, c'est la fin de cette guerre. Parce qu'il y a guerre au nozo. Et que tant qu'on dira, oh les autres ont dit tant, et les autres disent tant, notre suprématie, notre super président dit tel, c'est bon, il serait difficile, hein? On aura vraiment un peu de la peine à s'en sortir.
Tant qu'on sera toujours que l'autre dit allons à droite, après l'autre va dire allons à gauche, parce qu'il faut chercher une certaine couronne pour qu'on dise que non, il avait dit telle chose de bien, je vous assure, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Parce que, voilà, enfin, moi, je ne suis pas très active pour écouter les gens, mais en une fraction de seconde, on a fait les reproches à l'autre et on a fait la même chose. On a dit, il a parlé comme ça et en même temps, on a fait la même chose. Ça veut dire que, c'est-à-dire là où nous sommes, entendons-nous d'abord. Parce que si nous, qui sommes hors de nos eaux, voulons la paix. Maintenant, comme l'a dit Paddy, cette guerre est nourrie par certaines personnes. Vous comprenez bien, c'est-à-dire un convoi accompagné par un préfet. Parce qu'effectivement, faire un communiqué officiel, accuser officiellement les sécessionnistes d'avoir réussi un projet comme celui-là, c'est leur donner des points. Ça veut dire que notre armée a eu une certaine irrégularité. Comment ils ont su qu'il fallait placer la bombe à tel endroit pour que tel endroit ça marche? Arrêtons de dire nous avons un chef d'État pacifique. Nous avons un chef d'État qui a dit le 31 que déposer les armes. Mon Dieu, on prend les gens pour les idiots. Moi, je suis une maman, hein. Je ne peux pas avoir la chicotte comme ça. Je dis à mon fils qui est à l'angle là que viens. C'est-à-dire, c'est-à-dire, prenons les exemples concrets, c'est-à-dire de la vie de tous les jours. Je ne peux pas prendre la chicotte, je mets ici à côté. Quand je dis la chicotte, ça veut dire l'armée. Et je dis à mon fils qui est en face de moi et qui est fâché parce qu'il a des revendications. Je lui dis, viens, on s'assoit. Et non, mais pas quand on s'assoit. Lâche les armes. Donc viens, tu viens, la vie continue. C'est parce que quand on dit par exemple le dialogue inclusif ou dialogue national, il n'y a pas, ce n'est plus à l'ordre. Ce qui est à l'ordre maintenant, je vous ordonne de laisser les arbres, sortez de la brousse et je vous... Mais on se moque de qui? Donc ça veut dire que j'ai été fou parce que maintenant, c'est vrai, il y a eu les mélanges. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que ça traîne, les résolutions traînent, il y a les bandits qui s'ajoutent. Il y a les délinquants qui s'ajoutent. Par contre, il y a ceux qui, dès le départ, avaient des revendications qu'il fallait mettre sur la table. Dès le départ, et en parler. Aujourd'hui, on dit à celui qui avait une revendication, qui se plaît dans son maquis, hein, il n'a demandé à personne, il ne sait pas, il n'a pas demandé au chef de l'État qu'il ne mange pas ou bien qu'il dort sous la pluie. Il est capable de le faire. On lui dit, sors de là et viens. Non, je vous en prie. Il ne faut pas voiler les yeux aux gens. Merci. Raphaël Ndogo, rapidement, bon journal. Oui, c'est déplorable que le journal soit allé après, mais sauf que je voulais dire que ces gens qui sont revenus de la forêt, tout comme les élites qui y vivent, sont capables de ramener les autres sur le bon chemin. Si véritablement on trouve les solutions, et les solutions sont faciles, il y a la possibilité de créer davantage des emplois. Parce qu'on sait pertinemment que les jeunes Camerounais ne travaillent pas, alors ils ont préféré aller vivre dans les mauvaises conditions. Ok, merci, on va revenir, merci. Je l'espère bien. Voilà, non, on va revenir, c'est promis, parce qu'elle est là. Bonsoir, Juliane Berthe-Bissaï, dans un instant, le 20h. À vous, le menu. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Deux sujets phares au menu du 20h. D'abord la Camerco, une nouvelle équipe aux commandes, juste 7 mois après
la nomination de Louis-Roger Ndipendi Kwoto. Il a été débarqué à l'issue du conseil d'administration tenu ce jour à Yaoundé. Et que peuvent les nouveaux hommes forts de la Camerco croulant sous le poids d'une dette colossale? Élément de réponse à suivre dans le 20h. Et à l'étranger, démocratie à rude épreuve aux États-Unis. Le Congrès entérine l'élection de Joe Biden en vue de son investiture le 20 janvier prochain. Cependant, les partisans de Donald Trump crachent du feu, s'opposant à l'entrée du candidat démocrate à la Maison-Blanche. Serge Anoto. Voilà, madame, monsieur, voilà donc ce que vous aurez dans le 20h que va vous présenter dans un instant Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Ce sera deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau et même de l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique et en Allemagne. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités en plateau. Et du côté des États-Unis, nous allons retrouver René Itamuna Bondima, ainsi qu'en Allemagne, où nous attend toujours Paddy Assanga. Je commence par vous, Raphaël Ndogo, un huitième, comme j'ai dit, un huitième directeur général pour un sixième PCA en 14 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Qu'est-ce qui ne va pas de ce côté? J'ai bien envie de paraphraser un journaliste qui avait dit que Camerco était un mort-né. Parce qu'en réalité, si tout va bien dans une compagnie aérienne et pour un pays sérieux comme le Cameroun, on n'en serait pas là. Nous sommes même allés chercher une fois le sorcier blanc pour essayer. Des sorciers blancs. Voilà, pour essayer de voir dans quelle mesure ça pouvait décoller. Il y a eu trois sorciers blancs et le premier noir c'était Boto Edibo, Frédéric. Très bien. Vous voyez donc qu'à un moment donné, on n'arrive même pas à desservir des vols domestiques. Donc du coup, vous avez suivi les spécialistes là qui disaient que non, il y avait trop plein d'employés et tout cela faisait que s'il y a même de l'argent qui entre, résultat des courses, on ne fait que dépenser. Et vous avez bien suivi tout à l'heure le montant, la dette. Donc je crois que 115 milliards. On va prendre cet argent-là pour rembourser. Or, l'État continue de financer et malheureusement, ça tourne mal. Soit on dissout et on trouve des moyens ailleurs, on trouve des partenaires qui vont venir nous mettre les moyens pour que ça fasse la décolle. Et ce n'est pas une bonne chose pour un pays sérieux comme le Cameroun dans la sous-région qui n'a pas une compagnie sérieuse. Parfois, même quand mon président se déplace, on est obligé d'aller prendre d'avion ailleurs. C'est une très très mauvaise image que les autres ont du Cameroun. Vous voyez, vous avez un seul avion qui va partir de Douala Yaoundé, de Douala N'Djamena, ou si vous voulez de Douala même dans le Grand Nord. Donc je ne sais pas si l'équipe qui arrive va pouvoir changer les choses, ou alors on va trouver forcément des financements ailleurs. Alors, je vous le dis, ce que j'ai dit, c'était un mort-né, il faut trouver un autre mécanisme. Dominez-les. Vous avez mal ce qui arrive à notre compagnie aérienne? Vous qui êtes sur les deux époques, on a envie de dire, bien entendu, vous avez l'image de Camer. Bien entendu, mais j'étais là au moment où la Camer a été créée, j'étais déjà journaliste. Oui. Et je vais vous dire que j'ai eu le privilège de voyager dans les avions de Cameroun Airlines, aussi bien à l'international qu'à l'intérieur du pays. Douala Yaoundé, à une certaine époque, ça coûtait 18 000 francs. Oui. 18 000 francs, Douala Yaoundé. Douala Yaoundé. Donc, 25 minutes. 18 000 francs. Oui, j'ai dit en 25 minutes, donc vous êtes dans la Yaoundé. Oui, 25 minutes. Non, 25-30 minutes. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui arrive aujourd'hui devait fatalement arriver. Et moi, je le dis depuis plus de 2 ans, depuis plus de 3 ans. Chaque fois qu'il y a une actualité à Camerco, je dis que la seule solution, la solution la plus simple serait tout simplement de dissoudre cette société et de reprendre des choses. Malheureusement, on continue toujours à ménager le chef et le chou. Il y a beaucoup de gens qui estiment toujours que Camerco, c'est la 11e province du Cameroun. C'est une question de souveraineté. Il nous faut absolument une compagnie nationale de transport aérien. Mais malheureusement, ce ne sont que des solutions cosmétiques que l'on trouve. On trouve des solutions cosmétiques en se disant que bon, on va malheureusement, il n'y a rien de définitif. On ne peut pas faire tourner une entreprise avec 2 avions. Et vous vous souvenez que l'une des dernières farces, parce qu'il y a eu des farces dans cette entreprise, et l'une des dernières et les plus
des plus spectaculaires. C'est l'achat de ces deux avions chinois. Un ministre des Transports a dit qu'il a acheté 2 avions chinois et la Chine lui a fait cadeau d'un 3e. Et des avions chinois qui aujourd'hui, en réalité, il n'en reste plus qu'un seul. Et cet avion seul, on fait tout pour que cet avion paye les salaires de 500 personnes. Ce qui est incroyable, ce qui défie toutes les normes de gestion dans une entreprise de transport aérien, puisque vous savez très bien que le personnel lui-même est tributaire en réalité de nombre d'avions que la compagnie possède. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est une suite logique de ce qui est arrivé de manière discontinue depuis la création de Camerco. Et on espère que, comme l'a dit Julien Bessaï tout à l'heure, on espère que si effectivement cette fois-ci on a décidé de faire entrer des investisseurs privés à hauteur de 51% dans la société, et évidemment on pourra espérer qu'on achète des avions, parce qu'une compagnie aérienne sans avion n'est pas une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne qui a un avion MA60 et un autre avion qui est loué en Ukraine avec un personnel ukrainien, mais et pour lequel il faut payer un personnel camerounais, c'est tout simplement une histoire à donner envie de grimper au mur. Donc aujourd'hui, on espère qu'avec le nouveau top management constitué par un colonel qui a fait toute sa carrière à l'intérieur de l'état-major particulier du président de la République, qui est un ingénieur en aéronautique, colonel de l'armée, avec aussi comme vice-président M. Fauchivé, un pilote de l'armée et le fils de Jean Fauchivé. Et bon, maintenant, M. Mouché Ayem, qui a longtemps roulé sa bosse au niveau de secrétaire général de la présidence de la République. Moi, je pense que ces 3 personnes sont suffisamment briefées sur la réalité de cette entreprise qu'ils ont le défi maintenant de relever. Pour vous, c'est un problème quand même? Non, c'est un problème de moyens, c'est un problème de politique, c'est un problème de moyens, de politique et maintenant d'orientation. C'est-à-dire que c'est pas un problème d'hommes à changer, non. Il faut acheter du matériel, il faut acheter des avions, il faut maintenant avoir des hommes maintenant qui vont implémenter la nouvelle stratégie. Voilà, on va d'abord aller du côté de Hambourg, rencontrer Padi Assanga. Padi Assanga, vous êtes toujours là, je crois. Padi Assanga, pour vous, un 8e directeur général à la tête de Camerco, c'est le 6e PCA. Pour vous, est-ce que cette fois-ci ça peut marcher? Padi Assanga, d'abord. Serge Alain Tout, thank you for asking me these questions. And the panelists who just preceded me told you that we are talking about Foshive, we are talking about people who have been there, we are talking about colonels who have been in the Cameroonian military to go and pilot Cameco, which was one time Air Afrique and was at one time Cameroon Airlines. Serge Alain Etou, the same solutions would produce the same effects. Donc, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, ce que mon co-panéliste vous parle d'ici, il est dans la logique du jacobinisme, changer de chaises musicales et attendre les effets différents. On ne peut pas fonctionner avec les enfants de Foshive, les enfants de Biya, les enfants de Jacques Famendongo, les enfants de, on l'appelle quoi, Laurent Isso, les enfants de Jacobins, qui sont les amis de Ouattara, Dupont-Moretti, et attendre les effets différents. Ça ne marche pas comme ça. Les Camerounais sont matures aujourd'hui. Nous avons des Camerounais à la NASA. Nous avons les Camerounais qui managent des compagnies qui sont prospères. Pourquoi ne fait pas avec ces Camerounais-là qui ont acquis l'expérience internationale? Ils travaillent dans Air France, ils travaillent dans Ethiopian Airlines, ils travaillent dans American Airlines, ils travaillent dans beaucoup d'autres compagnies, mais on préfère de recycler comme on recycle les ministres. On prend les vieux jacobins, on le déplace de liste chargé de l'injustice pour le mettre en ministre chargé de transport. Qu'est-ce qu'on attend? On va retrouver les mêmes effets. Monsieur Serge Alain Etou
moi, je suis très contente de vous parce que vous équilibrez votre plateau et quand vous amenez les panélistes, vous équilibrez les sujets. Je ne veux pas faire dans la langue de bois. Le système jacobin qui se réjouit, qui a son pépinière, les vieillards, et ils oublient les jeunes, se sont calqués dans un système de saupoudrage. Et les jeunes Camerounais ont refusé. C'est pour ça que vous voyez les jeunes au nozo, les anglophones et certains francophones progressifs. Ceux qui ne sont pas des pisseurs dans les ambassades, ils ont décidé de refuser ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier ce système jacobin de M. Biya et ses amis et la France qui est complice et de prendre les gens comme vous, prendre les jeunes Camerounais qui ont l'expertise, qui ont dépassé ce système-là, qui dénigrent ce système-là, qui ont la condescendance par rapport à ces condescendances qui nous ont léguées par les néocolons et on va trouver les solutions. Mais dit qu'on va changer de chaises musicales, mettre du vin nouveau dans une vieille boîte, ça ne va rien changer. Et ce que mon ami vient de dire, moi je pense qu'il est dans la logique de la perpétration du néocolonialisme, de vieux systèmes, de changer les choses musicales et ça ne va rien nous apporter. Donc, évitons de parler le bon français, le français de Molière et vouloir faire plaire aux Camerounais communs. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Il y a des Camerounais qui sont capables de travailler, de faire des choses et ils ont des expertises mondiales et c'est ce que M. Ahidjo a fait. N'en déplaise à ce qu'on reproche à M. Ahidjo, mais M. Biya, lui, il est venu avec le vieux jacobin et le nouveau jacobin, ils sont en train de se battre pour nous perpétrer dans le même système. Écoutez ce que Macron avait dit, écoutez ce que l'autre, on l'appelle comment, on appelle, excuse-moi, le juif français qui s'appelle dans Sarkozy, qui avait dit que les Africains n'ont pas entré dans leur histoire, mais où on a mis Français, on a mis comment on l'appelle, Sankara où, on a mis Roland Moumié où, on a mis Kwame Nkrumah où. Donc, ces gens-là, c'est nos guides, c'est l'esprit de l'Afrique, c'est l'esprit des Camerounais, les Ahidjo, les Roland Moumié, les Félix Roland Moumié, les Ndetoumaza, les Douala Mangabel. C'est ces gens-là qu'on doit suivre pour donner un cap nouveau au Cameroun et on doit éviter et on doit combattre le changement de chaise musicale à la Burkinabé. Je pense que j'en ai terminé. Merci Serge Alain. On va d'abord écouter la dame. Voilà, Marie-Ngo Bateki. Vous aussi, vous avez une image de Camer. Aujourd'hui, Camerco. Pour vous, pourquoi Camerco ne décolle toujours pas, entre guillemets? Oui, l'image m'est revenue quand j'ai vu les escaliers roulants. Oui. Les fameux escaliers roulants. Oui, parce que je me rappelle quand j'étais petite, c'était toujours un plaisir pour moi d'arriver à l'aéroport international. Oui, parce que tout le temps on montait, on redescendait. Vous ne tombiez pas comme non, certains. En fait, oui. Bon, donc c'est cette image qui me revient de la Camerco qui était vraiment... De la Camer? Oui, de la Camer, voilà. Bien évidemment. Cameroun Airlines. Oui, Cameroun Airlines, qui était vraiment... C'était un plaisir d'aller là-bas, de voir des belles femmes bien habillées. C'était vraiment exceptionnel. Mais maintenant... Belles femmes, il n'y a pas de belles femmes à Camerco? Je dis à l'époque où c'était un plaisir d'y aller. On parle de cette époque. Les belles femmes, il y avait des belles femmes à Camerco? Oui, à l'époque, oui, c'était un plaisir d'y aller. Oui. Aujourd'hui, tu viens d'une porte où on se retrouve à la maison. C'est pas pour ce que j'irai perdre mon temps à la caméra où je vais rester debout et ainsi de suite. Oui. Bon, voilà, la Camerco n'est que l'image du Cameroun. C'est-à-dire, il ne faut pas se voiler les yeux. C'est l'image du Cameroun. Où est Camchip? Où est Camrail? Où est ONCPB? Où est? Et maintenant, voilà
la dernière comment je peux dire, notre dernière orgueil, c'est-à-dire l'image qui représente l'orgueil du Cameroun, parce que la fierté nationale, parce que la Cameroun dessert quand même dans les pays de l'étranger et tout. Voilà qu'on met encore les gens qui viendront, donc les gens du même bord, toujours les gens de la même famille, c'est-à-dire que moi j'aime bien M. Nelly parce qu'il nous révèle certaines choses que nous, le commun des mortels, on n'était pas au courant. Parce que toujours est-il que si vous avez bonne mémoire, les directeurs de la Camerco sortaient d'un cercle vraiment entre eux. C'est-à-dire c'était l'ami du ministre ou le fils d'un ministre ou le voisin d'un ministre. On s'entend, on se comprend. Et finalement, c'est comme ça que nous continuons à nous embourber. Comme l'a dit Padi Asaga, nous voulons toujours les mêmes noms, les mêmes gens. Toujours et toujours. Malgré que ça ne marche pas, on revient toujours. Si mon père était, il faut que je sois. Maintenant, est-ce que pendant que mon père était, est-ce que je faisais les efforts de travailler? Non, c'est pas, ça n'intéresse pas nos dirigeants. Il faut que ça soit la même regaine. On a Moi, j'ai eu le plaisir de connaître un ingénieur aéronautique. Il venait du Canada. Donc, on a, c'est-à-dire, on a l'expertise. Les gens qui ont de l'expertise. Mais puisque ça doit toujours tourner tout autour. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est endettée. 115 milliards. Mais on continue à embaucher les gens. On continue à vivre comme si de rien n'était. Trouvons d'abord une solution pour payer les dettes avant d'annoncer, par exemple... Et pour payer les dettes, il faut que l'entreprise fonctionne, non? Il faut des appareils, il faut l'outil de production qui est l'avion. C'est toujours cet argent. C'est-à-dire que c'est toujours l'argent que nous allons investir, comme le disait M. Nelly tout à l'heure, pour acheter 3 avions. On nous fait 3 dans un et qu'après, on ne sait pas ce que ça va donner. On a tout le temps M. Yves Michel qui est en prison, qui est en prison comme ça se passe au Cameroun, et avec l'histoire de l'avion qui avait été acheté. Et après l'autre qui a acheté, je ne sais pas si c'était avant ou après, 3 avions dans un, ainsi de suite. Donc, il faut se prendre au sérieux. C'est-à-dire choisir les partenaires sûrs pour que ça ne soit pas un business de famille. Parce que tant que c'est un business de famille où c'est le cousin de tel ou bien c'est le fils de tel autre, et il vient là, et quand c'est la famille, c'est la famille. Ça veut dire que bon, je fais ce que je peux, après je m'en vais. Ok, voilà. Voilà, nous prenons tout de suite la direction de York en Pennsylvanie où nous attend René Itamuna Bondima. Bonsoir René et bienvenue. Je vous ai invité ce soir pour cette actualité que vous maîtrisez bien parce que vous êtes de ce côté-là, les États-Unis. Vous allez d'abord dire un mot en tant que banquier sur la Camerco, 8e directeur général, 6e PCA. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence avant de nous dire ce qui s'est passé chez vous, là-bas aux États-Unis, où le président George Walker Bush, il a qualifié l'insurrection pour lui. L'insurrection, c'était une insurrection digne d'une république bananière. Pour le président élu Joe Biden, notre démocratie est en péril. Ça, c'était 13 jours avant la cérémonie inaugurale qui aura lieu le 20 janvier prochain. Quelles étaient les réelles intentions du président sortant, Donald Trump?
Bonsoir Serge Aloto et bonsoir à toutes et à mes copanélistes. Et je ne peux pas commencer sans lancer un clin d'œil à ma chère maman qui est toujours en convalescence sur la côte atlantique de Kribi. Et évidemment, un petit mot gentil aux populations de la ville, de la cité balnéaire, qui m'ont reproché de ne l'avoir pas fait la dernière fois. On partage les amitiés aux femmes qui dirigent dans les municipalités de Kribi 1er, Kribi 2e et au premier adjoint de la ville de Kribi, Madame Ekitike. À tous, on souhaite bon vent. Un petit mot sur les changements à la Camère. Gérer une entreprise n'est jamais aisé, hein, Serge Aloto. De par le monde, des entreprises dans l'aérien, dans le transport en général, ont souvent des difficultés. 8e directeur général, peut-être que au sommet de l'État, à la présidence de la République et puis au conseil d'administration de la Camère, ils ont proposé peut-être de continuer dans cette lancée-là. Et on va souhaiter bon vent à la Camère. On ne peut pas, devant une telle décision, commencer à prédire le malheur de la Camère. Restons un peu ouverts d'esprit. Tous les pays du monde n'ont pas vocation à avoir une compagnie aérienne, malgré les difficultés, les limites du management que certains peuvent citer ici, mais tous les pays n'ont pas vocation à avoir une compagnie aérienne. J'espère que les propositions qui sont venues du conseil d'administration pour que M. Mouget, qui est très connu des milieux économiques, le conseiller économique du président de la République, il a lu tous les dossiers. J'espère qu'il a les outils qu'il lui faut pour mener à bien ce projet de transformation de la Camère. Moi, d'emblée, je lui souhaite et à son équipe bonne chance. Donc, je sais qu'il y a des Camerounais compétents dans le monde, mais c'est ceux-là qui ont été choisis pour l'instant. On leur souhaite bonne chance en demandant évidemment aux Camerounais qui gèrent des grandes entreprises au Cameroun ou en Afrique de penser à la diaspora camerounaise des États-Unis qui regorge de nombreux talents. Nous sommes là. Beaucoup veulent travailler au Cameroun. Voilà. Cela étant dit, Serge Alain, si tu me permets, je passerai donc à ce pourquoi tu m'as invité ce soir, l'élection et les événements d'hier à Washington. D'hier avec en fait 3 points essentiels. Il faut déjà dire que moi-même j'ai écrit sur ma page Facebook hier que la démocratie américaine serait peut-être en péril, avait un point d'interrogation. Mais en vérité, si on regarde de très près, les élections américaines ont commencé au mois de février 2020 avec la première primaire dans l'Iowa. Et puis, généralement, c'est suivi par la dernière en août 2020 dans le Connecticut. Et puis, le reste, c'est juste des formalités, l'élection du 3 novembre. Et hier, donc, la certification, qui est une traduction littérale de l'anglais certification, la certification des résultats qu'auront apporté les différents États auprès d'une session jointe du Congrès et du Sénat. Normalement, c'est juste un moment où le Congrès invite le Sénat dans sa chambre, et cet événement-là est généralement présidé par celui qu'on appelle le président du Sénat, qui est nul autre que le vice-président des États-Unis. Dans ce cas d'espèce, M. Pence, qui lui-même était candidat à l'élection présidentielle avec le président Donald Trump, et ils ont donc perdu. Et voilà, ce qui est intéressant à dire rapidement sur M. Pence, c'est que lui-même a été interpellé par message tweet, par le candidat à président Donald Trump, qui a estimé que dans la première démarche de son vice-président, il n'avait pas été assez fort pour faire annuler le résultat de l'élection hier. Vous avez vu la marche et l'insurrection, une sorte d'insurrection, les attaques donc sur le Congrès américain et qui ont poussé à une interruption des travaux. Beaucoup d'entre nous ici étaient confiants que malgré cela, la démocratie américaine est suffisamment forte pour continuer sa marche vers le progrès. Et vers 20h, les travaux ont recommencé avec ce que certains disent avec force et vigueur dans le Congrès américain pour se terminer vers 3h44 avec la certification de l'élection de M. Biden et de Kamala Harris, respectivement président et vice-président des États-Unis, et qui vont normalement prêter serment le 20 janvier prochain. Et la prestation de serment de ces deux, M. Biden et Mme Harris, est organisée aussi par deux commissions conjointes du Congrès et du Sénat américain. Alors, à cet effet, je vous ai apporté un petit document historique. Nous avons eu la chance de partager une fois à l'élection, je ne sais pas si vous pouvez le voir, lors de l'élection, la première élection de M. Barack Obama, voilà le sésame
l'invitation qui permettait aux gens comme moi et mon épouse d'assister donc à la prestation de serment du président américain. Je garde précieusement ce document à la maison que je présente souvent aux enfants parce qu'on est confiant que malgré les limites des hommes et le goût du pouvoir, l'amour à vouloir rester aux affaires, les choses généralement avancent. Et donc, nous sommes confiants que le 20 janvier prochain, le pouvoir va changer de main. Maintenant, à côté donc de la marche démocratique du pays, du gouvernement américain, du système américain, on peut faire deux petits commentaires. Un sur la sécurité de Washington, D.C., qui a, je pense, interpellé plus d'un, inclus toi-même, mon cher frère Serge-Alain Autou. Normalement, l'édifice qui héberge le Congrès et le Sénat est protégé par ce qu'on appelle le US Capitol Police. Donc, c'est la police qu'en français, on dirait peut-être police municipale, mais c'est la police qui appartient et travaille pour le Congrès américain, sous les ordres du Congrès, qui a environ 2400 agents. Apparemment, la police n'a pas pu tenir hier. Normalement, quand il y a des événements comme des marches sur Washington, la police du Congrès peut être appuyée par la police de la ville de Washington, D.C., qui, elle, a environ 3800 officiers et sous le commandement du maire de Washington, D.C., Mrs. Bowser, jeune femme africaine-américaine de 48 ans. Hier, on ne sait pas pourquoi, certains policiers de la police de Washington, D.C. avaient reçu l'ordre de quitter les lieux et de libérer la ville de Washington. On ne sait toujours pas pourquoi. Donc, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour protéger et sécuriser le Congrès américain. Cela étant dit, on se demande dans la communauté noire, pourquoi des extrémistes qui avaient certainement la même couleur, qui avaient des drapeaux que repugnent beaucoup ici aux États-Unis, surtout les Noirs américains et les autres minorités, il leur a été permis cette marche-là comme ça vers le cœur du pouvoir américain en un jour crucial comme celui d'hier où il y avait une certification de l'élection américaine. Et donc la question reste posée. On espère que la police et les juristes et le score judiciaire va faire son travail pour éclairer l'opinion internationale et américaine sur ce qui s'est passé. En conclusion, je dirais, chers frères et copanélistes, ceci a montré hier la faiblesse des démocraties, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs. Donc, restons modérés souvent dans nos propos. Tout ce que nous faisons au Cameroun n'est pas toujours mauvais. Et les donneurs de leçons d'hier, aujourd'hui, hier se sont transformés aujourd'hui en potentiellement receveurs de leçons. Quelqu'un a fait la blague que le Cameroun ou les pays d'Afrique devraient envoyer leurs envoyés ici pour rétablir l'ordre et conduire donc le système américain, les acteurs du politique américain vers la paix. Mais globalement, nous sommes confiants que dans quelques semaines, il y aura une transition politique, il y aura une nouvelle équipe à la Maison-Blanche, conduite par M. Biden et Mme Kamala Harris, en qui beaucoup aux États-Unis ont porté leurs espoirs. Et le 5 novembre 2024, les Américains seront invités encore à voter pour un nouveau président. Et là, on ne sait pas qui sera le président, mais on est au moins sûr qu'étant donné les lois que nous avons, étant donné l'intégrité et la force des hommes qui donc se mettent derrière nos lois, l'Amérique est suffisamment solide pour être ébranlée pendant quelques heures et que vers 3 heures du matin du lendemain, l'Amérique reprend la vie normale. Une fois de plus, les Américains ne vont pas être absents du travail, personne ne devrait être sérieusement impacté. On déplore certainement 4 décès de personnes qui avaient déjà des difficultés de santé, peut-être une seule sur laquelle qui était morte par tir de balle au sein de l'institution républicaine américaine. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec toi, Serge-Alain Autou, et à mes copanélistes. Je ne sais pas si tu avais une question avant que je ne m'en aille. Merci pour cette contribution. René Itamuna Bondima, depuis York, nous étions là en Pennsylvanie pour ce récit. On a appris un certain nombre de choses. On va faire le dernier tour de table rapidement parce que on est arrivé presque au terme de l'émission. D'abord, Kaminele. D'abord, je commençais d'abord par féliciter Roger Itamuna. Ouais.
C'est un panéliste qui nous a donné une information rafraîchissante des points de vue, tout simplement d'une objectivité éclatante. Ce n'est pas le genre de panéliste de la diaspora qui coupe les cheveux en quatre et qui estime que tout est mauvais. Il nous a dit ce qui s'est passé, il nous a dit ce qu'il a vu, il a donné son point de vue et surtout il a rappelé que ce n'est pas parce que les gens viennent d'être nommés qu'il faut immédiatement leur faire encore un procès. Tout à l'heure, j'ai cité le nom de M. Alexandre Fauchivé. M. Alexandre Fauchivé n'est pas que le fils de Jean Fauchivé. Il est pilote. Il était pilote à Cameroun, pilote à Camerco. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'expertise. Ouais. Maintenant, monsieur le directeur général lui-même, il est colonel militaire, mais qui est ingénieur en aéronautique. Alors vous allez dire que pour la première fois, on nomme à la tête de la Caméra des personnes qualifiées qui ont l'expertise, on commence à leur faire un procès et à les traiter de jacobins. Bon, je pense que M. Tamouna a donné un point de vue très très rafraîchissant. Il a souhaité bon vent à ces personnes qui viennent d'être nommées. Il a dit qu'il faut attendre. Mais seulement, quand tu as parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, il a donné aussi un point de vue tout simplement limpide, en nous faisant comprendre d'abord le réel déroulement des choses et maintenant en nous faisant comprendre que la démocratie, il a pratiquement paraphrasé le président de la République qui a dit que la démocratie, c'est même les vieilles démocraties qui ont commencé il y a plusieurs siècles, mais jusqu'aujourd'hui, la plus vieille démocratie, elle-même qui date du 18e siècle, on a vu comment elle vient de balbutier avec Donald Trump. Donc, vraiment, félicitations à M. Tamouna, qui, c'est avec ce genre de panélistes qu'il faut souvent avoir l'habitude de parlementer pour éclairer les Camerounais et leur faire, et leur donner la possibilité de dire pas seulement ce que les gens veulent entendre, mais au moins la réalité des choses. Et ça, c'est très important. Félicitations, M. Tamouna. Oui, Marie. C'est normal puisque en bas, c'est écrit RDPC. Tiens. Oui. J'ai pas vu. Ah, dommage. Dommage, en bas, c'était écrit le RDPC, oui. Secrétaire général adjoint des États-Unis. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas parce que quand on est du RDPC, on est toujours objectif. On est toujours focus sur la position du pays. On est toujours, je ne sais pas moi, on est toujours, ça dit tout ce qu'on fait est beau quand on est du RDPC. Et ça m'a fait plaisir aussi de l'entendre dire que les chefs d'entreprise ici au Cameroun pensent à eux de l'autre côté parce qu'ils aimeraient bien rentrer. Ça fait plaisir. Et que ces chefs d'entreprise, bien sûr, parce que si aujourd'hui nous condamnons, enfin, entre guillemets, parce qu'on ne les connaît pas, mais nous condamnons le fait que les mêmes noms reviennent, les mêmes personnes reviennent, et que lui, en disant, parce que c'est pour ça que j'ai dit la contradiction est terrible. C'est lui qui dit non, il faut leur donner de la chance, mais c'est lui qui attire l'attention pour nous dire qu'ils sont assez nombreux de l'autre côté et qui aimeraient aussi rentrer travailler ici au pays. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on dise, parce que la manière de parler, elle est là, l'objectivité, elle est là, okay. Tout est là. Okay. Voilà. Merci. Rapidement, Raphaël, on sort l'émission. Oui, moi je voudrais sortir par le sujet par lequel nous sommes entrés ici. Et je voudrais vous dire que le président Biya attend des solutions de tous les Camerounais pour la sortie de crise dans le Nozo. Et la sortie de crise ici, c'est pour... Il n'y a pas encore de solutions? Il attend les solutions de tous les Camerounais. Et il n'y a pas de solution jusque-là? Comme nous n'avons pas fait de propositions? Il faut continuer à faire des solutions, M. Serralin autour. Et il a dit dans son discours le 31 décembre qu'il faut maintenant accélérer la lutte contre la pauvreté. Et la lutte contre la pauvreté ici, c'est justement ces jeunes qui sont sortis de la forêt, qui peuvent donc servir d'exemple aux autres qui s'y trouvent encore. Et pour cela, nous pouvons donc proposer qu'on réhabilite et qu'on remette véritablement en fonction l'usine de riz, de transformation de riz de Ndop, qui s'étend sur plusieurs hectares à côté du Noun et en allant vers le département de Mbouy, qui peut employer les jeunes qui sont sortis, qui sont dans les DDR. Et ils serviront de leçon aux autres qui sont encore en forêt pour dire, au lieu d'aller combattre pour des gens qui ne sont pas ici et qui décident de vous avoir un peu d'argent, ils auront eux-mêmes de l'argent qui vont travailler là sur leur front au lieu de laisser dans la forêt. Merci. Donc nous pensons que voici des propositions qui peuvent aider que ces jeunes-là sortent de la forêt, parce qu'il ne suffit pas de demander qu'ils sortent de la forêt. Maintenant, ils feront quoi quand ils seront
une fois au village. Merci à vous, Raphaël Ndougou. Merci, Marie Ngabateki. Merci, Kaminele. Merci également à Padi Asanga qui était en beau. Merci à René Itamuna Bondima du côté de York, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. Le rendez-vous, il est pris pour demain, 19h. Bonsoir, Meyo et ce par 100 mm.